Salut à tous, bienvenue dans cette plongée captivante au cœur d'un moment qui a marqué l'histoire contemporaine. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode de ce voyage à travers le temps. Croyez-moi, ce qui suit va vous tenir en haleine, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Imaginez ceci: Londres le 6 septembre 1997, une date gravée dans la mémoire collective à 9h08 précise, un son solennel résonne dans l'air. Frais du matin, c'est la cloche du cloître de l'abbaye de Westminster, un écho grave et poignant qui annonce le début d'un événement qui va captiver le monde entier. Ce n'est pas un enterrement ordinaire, c'est celui de Diana, princesse de Galles, une femme dont le charisme, la compassion et la grâce ont conquis les cœurs bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Surnommée la princesse du peuple, Diana était plus qu'une figure royale, elle était une icône mondiale, une mère aimante, une militante passionnée et une femme dont la vie et la mort continuent de fasciner et d'émouvoir des générations. Son décès tragique, survenu le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris, a secoué le monde entier, laissant des millions de personnes dans un état de choc et de chagrin profond. Cet accident, survenu dans le tunnel du pont de l'Alma alors que Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed tentaient d'échapper à des paparazzis, a déclenché une onde de choc mondiale amplifiée par les spéculations et les théorie du complot qui persiste encore aujourd'hui. Ce matin-là, Londres semble suspendu dans le temps. Le cercueil de Diana, recouvert d'un drapeau royal simple mais empreint de dignité, quitte le palais de Kensington, l'endroit qu'elle appelait son foyer pendant tant d'années. Ce palais situé dans l'ouest de Londres était plus qu'une résidence, c'était un lieu où Diana avait élevé ses fils William et Harry, où elle avait organisé des rencontres avec des associations caritatives, et où elle avait chercher à trouver un équilibre entre ses devoirs royaux et sa vie personnelle. Ce n'est pas une procession banale accompagnée par la King's Troop Royal Horse Artillery, une unité militaire prestigieuse fondée en 1947 pour les cérémonies d'État. Le cercueil est transporté sur un affût de canon, un symbole militaire traditionnel réservé aux funérailles royales ou d'État. Le rythme régulier des sabots des chevaux, le cliquetis des harnais et le pas mesuré des gardes gallois résonnent dans les rues silencieuses. Des officiers de police à cheval encadrent le cortège, ajoutant une solennité presque irréelle à la scène. Les uniformes impeccables, les sabres étincelants et l'ordre parfait du cortège contrastent avec l'émotion brute qui envahit la foule. Le trajet traverse Hyde Park, l'un des poumons verts de Londres où des milliers de personnes se sont rassemblées, certaines dès l'aube, pour rendre un dernier hommage. Hyde Park, un espace de 142 hectares au cœur de la capitale, a toujours été un lieu de rassemblement pour les Londoniens, mais ce jour-là il devient un sanctuaire de deuil collectif. La ville entière semble retenir son souffle. Les rues habituellement bruyantes sont plongées dans un silence respectueux, seulement brisé par le murmure des pleurs et le son distant de la cloche. Le cortège passe par le palais de St. James, un bâtiment historique où les monarques britanniques ont résidé pendant des siècles et où le corps de Diana a reposé pendant 5 jours après son tragique accident. Là, un geste symbolique marque l'atmosphère. Le drapeau de l'Union Jack au-dessus du palais de Kensington est mis en berne, un hommage rare et puissant à une femme qui, bien que divorcée du prince Charles depuis 1996, restait une figure centrale de la monarchie britannique. Ce geste inhabituel reflète l'ampleur de l'émotion publique qui a forcé la famille royale à adapter ses protocoles face à une vague de chagrin sans précédent dans les jours précédents. L'enterrement, la pression publique avait été immense. La reine Elisabeth II, initialement critiquée pour être restée à Balmoral en Écosse avec ses petits-fils, avait finalement accepté de revenir à Londres et de s'adresser à la nation dans une allocution télévisée émouvante. La cérémonie funèbre se déroule à l'abbaye de Westminster, un lieu chargé d'histoire où les couronnements, mariages et funérailles royaux ont façonné la mémoire collective britannique pendant des siècles. Construite au XIe siècle sous l'ordre de Saint-Édouard le Confesseur, l'abbaye est un symbole de la continuité monarchique. Ses arches gothiques, ses vitraux colorés représentant des scènes bibliques et ses pierres usées par le temps semblent porter le poids de ce moment historique. Ce jour-là, 2000 invités, parmi lesquels des dignitaires comme le Premier ministre Tony Blair, des membres de la famille royale, des célébrités comme Elton John qui interprétera une version réécrite de sa chanson Candle in the Wind en hommage à Diana, et des représentants des nombreuses organisations caritative soutenue par la princesse se rassemble à l'intérieur. L'atmosphère est lourde de chagrin, les bancs ornés de sculptures médiévales et de motifs religieux vibrent sous le poids de l'émotion collective. L'homélie prononcée par le comte Spencer, frère de Diana, est un moment particulièrement poignant. Dans son discours, il rend hommage à la compassion et à l'humanité de sa sœur tout en critiquant subtilement les médias et la famille royale pour leur rôle dans ces luttes personnelles. Ce discours retransmis en direct reste l'un des moments les plus mémorables de la cérémonie, marquant un rare moment de franchise publique dans un contexte royal. Mais ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'abbaye que l'émotion est palpable. À l'extérieur, des millions de personnes à travers le monde sont connectées suivant la cérémonie en direct à la télévision. Au Royaume-Uni, l'audience atteint un pic impressionnant de 32,1 millions de téléspectateurs.
L'un des chiffres les plus élevés jamais enregistré pour un événement télévisé dans le pays surpassant même les audiences de grands événements comme la finale de la Coupe du Monde de 1966 où l'Angleterre avait triomphé à l'échelle mondiale. On estime que 2 à 2,5 milliards de personnes, soit environ un tiers de la population mondiale de l'époque, regardent ce moment historique. Ce n'est pas seulement un adieu à une princesse, c'est un moment de communion mondiale, un témoignage de l'impact universel de Diana dont la chaleur humaine est l'engagement envers des causes comme la lutte contre le sida, l'éradication des mines antipersonnelles et l'aide aux sans-abri ont transcendé les barrières culturelles et sociales. Son travail avec des organisations comme le Terence Higgins Trust ou la Halo Trust a non seulement sensibilisé le public à ces enjeux, mais a également conduit à des changements concrets comme l'adoption du traité d'Ottawa en 1997 pour interdire les mines antipersonnelles. Le cercueil de Diana pesant un quart de tonne en raison de sa doublure en plomb, une tradition royale pour préserver le corps, est escorté par 8 membres des Welsh Guards qui avancent avec une précision militaire mais dont les visages trahissent l'émotion. Au sommet du cercueil reposent 3 couronnes de fleurs blanches envoyées par son frère le comte Charles Spencer et ses 2 fils les princes William et Harry. Parmi ces hommages floraux, une lettre manuscrite de Harry, adressée à maman, repose délicatement, un rappel déchirant de l'amour d'un fils pour sa mère disparue. Le cortège traverse des lieux emblématiques de Londres, passant devant le palais de Buckingham où la reine Elisabeth II, dans un geste rare et significatif, s'incline devant le cercueil, un hommage silencieux mais puissant à une femme qui avait redéfini le rôle d'une princesse royale. Ce geste de la reine marque un tournant dans la perception publique de la monarchie qui avait été critiquée pour son apparente froideur dans les jours suivant la mort de Diana. Le prince Philippe, le prince Charles, les princes William et Harry ainsi que le comte Spencer marchent derrière le cercueil suivi de 500 représentants des organisations caritatives que Diana soutenait. Ces associations, allant de la recherche sur le sida à l'aide aux enfants défavorisés, témoignent de son engagement humanitaire, un héritage qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Mais derrière la solennité de la procession, des tensions couvant le gouvernement britannique et la famille royale craignent des réactions hostiles de la foule envers le prince Charles en raison des controverses entourant son mariage tumultueux avec Diana et leur divorce très médiatisé. Les tabloïds avaient largement couvert leur relation difficile, marquée par des infidélités, des interviews explosives comme celle de Diana à la BBC en 1995 où elle avait déclaré « Il y avait 3 personnes dans ce mariage » et des luttes personnelles pour trouver sa place au sein de la monarchie. Pour apaiser ses inquiétudes, Charles est accompagné de ses fils William, alors âgé de 15 ans, et Harry, seulement 12 ans. Le prince Philippe, initialement réticent à l'idée que les jeunes princes marchent dans le cortège, finit par leur dire « Je marcherai si vous marchez ». Ce moment empreint de solidarité familiale est aussi l'un des plus déchirants. William décrira plus tard cette marche comme l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites, tandis que Harry, dans ses mémoires, révélera la douleur inimaginable d'un enfant forcé de dire adieu à sa mère. Sous les yeux du monde entier, il décrira le bruit des sabots des chevaux comme un écho assourdissant dans son esprit, un souvenir qui le hante encore des décennies plus tard. Le comte Spencer, frère de Diana, s'oppose farouchement à l'idée que les garçons marchent seuls. Il qualifie cette exigence de barbare, arguant qu'aucun enfant ne devrait être soumis à une telle épreuve. À un moment, il est même suggéré que William marche seul, mais Harry refuse catégoriquement, insistant sur le fait que son frère aurait fait de même pour lui. Ce moment illustre non seulement l'amour fraternel entre les 2 princes, mais aussi les pressions complexes exercées sur la famille royale dans un moment de deuil public. La décision de faire marcher les jeunes princes est controversée à l'époque et reste un sujet de débat des années plus tard, avec des critiques estimant que la monarchie a privilégié le protocole au détriment du bien-être émotionnel des enfants. À l'extérieur, les rues de Londres sont transformées en un océan de fleurs. Des milliers de bouquets de messages et de bougies bordent les grilles des palais de Kensington et de Buckingham. Certains pleurent en silence, d'autres jettent des fleurs sur le passage du cortège, un geste spontané d'amour et de respect. Les fleurs blanches, symboles de pureté et d'amour, dominent la scène, créant une mer de pétales qui semble accompagner Diana dans son dernier voyage. 2 écrans géants installés à Hyde Park permettent à des dizaines de milliers de personnes de suivre la cérémonie, tandis que d'autres, incapables de se rendre à Londres, se rassemblent dans des églises, des pubs ou chez eux pour partager ce moment de deuil collectif. Dans les villes du monde entier, des veillées sont organisées, des bougies allumées et des hommages rendus, du Canada à l'Australie en passant par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Le poids émotionnel de ce jour est indescriptible. Diana n'était pas seulement une princesse, elle était une figure maternelle. Pour beaucoup, une femme qui avait brisé les conventions royales en s'engageant auprès des plus vulnérables, en serrant la main de patients atteints du sida à une époque où la maladie était stigmatisée, en visitant des champs de mines en Angola pour sensibiliser à leurs dangers ou en étreignant des enfants dans des hôpitaux. Elle incarnait une humanité rare. Sa mort, survenue dans des circonstances tragiques, a laissé un vide immense, amplifié par les questions entourant l'accident. Les enquêtes ultérieures révéleront que le
Chauffeur Henry Paul était sous l'influence de l'alcool et roulait à une vitesse excessive, mais les théories du complot impliquant la famille royale ou les services secrets persistent, alimentant un mystère qui fascine encore aujourd'hui. Un détail intrigue souvent: pourquoi le cercueil de Diana était-il doublé de plomb? Cette pratique courante pour les funérailles royales répond à des raisons à la fois pratiques et symboliques. Le plomb crée un joint hermétique ralentissant la décomposition, empêchant l'air d'entrer. Cela garantit que si le corps devait être exhumé pour des raisons historiques ou légales, il resterait préservé. Cette tradition remonte à des siècles, lorsque les corps royaux devaient parfois être transportés sur de longues distances ou conservés pour des funérailles différées. Cependant, cette doublure rend le cercueil extrêmement lourd, une charge physique ressentie par les Welshgars qui ont eu du mal à le porter. Cette tradition, bien que fonctionnelle, ajoute une dimension solennelle, soulignant le statut unique de Diana même dans la mort. Le choix du plomb reflète également une volonté de dignité et de respect, garantissant que le corps reste intact quelles que soient les circonstances. L'héritage de Diana ne se limite pas à ce jour de 1997. Sa vie et sa mort continuent de susciter des débats, notamment dans la culture populaire. La série The Crown de Netflix, qui retrace l'histoire de la famille royale britannique, a provoqué une vive controverse. Reconstituant les derniers moments de Diana, selon des rapports, la série montre des scènes choquantes comme le prince Charles identifiant le corps de Diana dans un cercueil ouvert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où elle a été transportée après l'accident. Darren McGrady, l'ancien chef personnel de Diana qui a servi la famille royale de 1982 à 1993, a dénoncé cette représentation, affirmant que le cercueil de Diana était fermé lors de son repos à la chapelle royale du palais de Saint-James. Sur Twitter, il a écrit: le cercueil de la princesse Diana était fermé. Je sais j'y étais. Ce dernier épisode de The Crown est dégoûtant. Cette controverse ne s'arrête pas là. Des membres de l'équipe de tournage ont exprimé leur malaise face à ces scènes qualifiées d'irrespectueuses et de sensationnalistes. L'une des scènes les plus critiqué montre Charles en pleurs, remarquant qu'il manque une boucle d'oreille à Diana, un détail jugé inutilement dramatique. Debbie Frank, ami proche et astrologue de Diana, a également critiqué la série, soulignant l'impact dévastateur de ces images sur les princes William et Harry. Il est terrible pour les enfants de Diana de devoir revoir cela, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que la mort de Diana a été le plus grand choc de notre génération, un événement qui a marqué la psyché collective, non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier. Pour beaucoup, The Crown a franchi une ligne en exploitant la tragédie pour des audiences au détriment de la dignité et du respect dû à Diana et à sa famille. La série a également suscité des débats plus larges sur la manière dont les médias représentent les figures historiques, en particulier celles dont la vie a été marquée par une surveillance médiatique intense de son vivant. Diana était traquée par les paparazzi, sa vie privée constamment exposée dans les tabloïds. Cette pression ne s'est pas arrêtée avec sa mort et The Crown semble pour certains prolonger cette intrusion en dramatisant des moments aussi intimes. Les critiques estiment que la série privilégie le sensationnalisme au détriment de la vérité historique, une critique récurrente depuis ses débuts. Après la cérémonie publique, Diana est inhumée lors d'une cérémonie privée à Althorp, le domaine ancestral de la famille Spencer dans le Northamptonshire. Son cercueil, vêtu d'une robe noire en laine de Catherine Walker, une créatrice qu'elle affectionnait particulièrement, et tenant un chapelet offert par Mère Teresa, décédée la même semaine que Diana, est transportée vers une île au centre du lac Roundoval. Ce lieu, entouré de nénuphars et de roses blanches, les fleurs préférées de Diana, est conçu pour offrir intimité et sérénité. Un chemin bordé de 36 chênes, chacun représentant une année de la vie de Diana, mène à ce sanctuaire paisible. Un pavillon autrefois situé dans les jardin de l'Admiralty House à Londres sert de mémorial silencieux, ajoutant une touche de connexion avec la vie londonienne de Diana. Le choix d'Althorp n'était pas anodin. Initialement, Diana devait être inhumée dans le caveau familial Spencer à l'église de Great Brinton, un village pittoresque près du domaine. Cependant, son frère, le comte Charles Spencer, craignait que l'afflux de visiteurs ne perturbe la quiétude du lieu. En 2023, Karen Spencer, l'épouse du comte, a clarifié une rumeur persistante. Dans un commentaire Instagram, la loi au Royaume-Uni stipule qu'elle aurait dû être incinérée pour être placée dans le caveau, et ce n'était pas ce qu'elle voulait. Cette révélation a mis fin à 26 ans de spéculation, confirmant que le choix d'Althorp honorait les souhaits de Diana. Elle voulait un lieu de repos paisible, loin des regards indiscrets, un endroit où ses fils pourraient se recueillir en privé. Le lieu de repos de Diana n'est pas exempt de controverses. En 2017, Charles Spencer a révélé un détail troublant: au cours des 2 dernières décennies, 4 tentatives d'effraction ont visé la tombe de Diana. Ces incidents, tenus secrets pendant des années, témoignent des défis auxquels la famille Spencer a dû faire face pour protéger la mémoire de Diana. Je voulais la protéger, a expliqué Spencer, évoquant l'atmosphère chaotique qui a suivi sa mort, marquée par un chagrin public massif, mais aussi par des menaces de vandalisme. Il a raconté que l'émotion publique était si intense qu'il craignait
Que la tombe ne devienne un lieu de pèlerinage incontrôlable voire un cible pour des actes malveillants. Un autre point de tension concerne le drapeau qui recouvrait le cercueil de Diana. Paul Burrell, son ancien majordome, a affirmé que Charles Spencer avait remplacé le Royal Standard par le drapeau Spencer juste avant l'inhumation, déclarant « Elle est maintenant une Spencer ». Burrell a qualifié ce geste d'irrespectueux, estimant qu'il privait Diana de son identité royale qu'elle avait portée avec fierté malgré les défis de sa vie au sein de la monarchie. Spencer a nié ces allégations, insistant sur le fait que le changement de drapeau était une décision protocolaire réalisée avec l'accord des autorités royales. Cette controverse reflète les tensions persistantes entre les Spencer et la famille royale, une rivalité alimentée par des années de désaccords sur la place de Diana au sein de la monarchie et sur la manière dont son héritage devait être honoré. Aujourd'hui, Althorp reste un lieu de pèlerinage discret pour William et Harry, qui visitent régulièrement la tombe de leur mère. Harry dans Spar décrit le lac comme un sanctuaire conçu pour protéger Diana des intrusions. Le pont menant à l'île a été retiré pour garantir son intimité, un geste symbolique autant que pratique. En 2022, Althorp a rouvert ses portes au public, permettant aux admirateurs de découvrir le domaine et de rendre hommage à Diana. Les visiteurs peuvent explorer les jardins luxuriants, les pièces historiques et le mémorial dédié à la princesse. Cependant, le mystère persiste. Le roi Charles a-t-il visiter la tombe? Selon Charles Spencer en 2001. Charles avait une invitation ouverte mais ne l'avait pas encore acceptée, ajoutant une nuance de complexité aux relations entre la famille royale et les Spencer. Cette question reste sans réponse, alimentant les spéculations sur les dynamiques familiales. L'enterrement de Diana fut bien plus qu'une cérémonie, ce fut un moment où le monde s'est arrêté pour pleurer, une femme qui incarnait l'espoir, la compassion et la résilience. Des fleurs jetées dans les rues de Londres aux milliards de téléspectateurs en larmes. Cet événement a transcendé les frontières et les générations. Pourtant, 27 ans plus tard, l'histoire de Diana continue de susciter des émotions, des débats et des révélations. Son engagement humanitaire reste une source d'inspiration. Son travail avec des organisations comme le Terence Higgins Trust pour le sida ou la Halo Trust pour les mines antipersonnelles a changé des vies. Sa capacité à se connecter avec les gens, qu'il s'agisse de patients dans des hôpitaux ou de communauté marginalisée, a redéfini ce que signifie être une figure publique, mais son héritage est aussi marqué par la douleur, la surveillance constante des médias. Les luttes personnelles et les tensions familiales ont laissé des cicatrices visibles dans les récits de ceux qui l'ont connu. Charles Spencer a partagé des souvenirs poignants de sa sœur, révélant les pressions qu'elle subissait. Il a raconté une conversation glaçante où Diana lui confiait qu'un homme avait promis de la harceler jusqu'à son dernier jour et même d'uriner sur sa tombe. Ces menaces illustrent la face sombre de la célébrité de Diana, une réalité qui contrastait cruellement avec l'image publique de la princesse adorée. Pour beaucoup, Diana était un symbole de lumière dans un monde souvent sombre, mais cette lumière attirait aussi l'obscurité des paparazzi aux tabloïds en passant par les intrus qui ont tenté de profaner sa tombe. L'histoire de Diana est aussi une réflexion sur la célébrité et ses conséquences sur la vie privée et la dignité. L'ouverture d'Althorp au public en 2022 a ravivé l'intérêt pour son héritage. Les visiteurs peuvent explorer les jardins luxuriants, découvrir l'histoire du domaine et ressentir la présence de Diana dans ce lieu paisible. Mais cette ouverture a également soulevé des questions. Pourquoi Althorp était-il resté fermé si longtemps? Quel secret le domaine cache-t-il? Les révélations de Charles Spencer sur les tentatives d'effraction ont ajouté une couche de mystère, renforçant l'idée qu'Althorp est plus qu'un simple lieu de repos. C'est un sanctuaire, un espace où la mémoire de Diana est protégée, mais aussi un lieu marqué par l'intrigue et la controverse. L'impact de Diana dépasse les frontières du Royaume-Uni. Son influence mondiale est encore visible aujourd'hui à travers les actions de ses fils William et Harry, qui ont repris le flambeau de son engagement humanitaire. William avec son travail sur la santé mentale à travers Aid Together et Harry avec les Invictus Game pour les vétérans blessés perpétue l'héritage de compassion de leur mère. Les organisations qu'elle soutenait continuent de prospérer et son image reste un symbole universel d'empathie et de changement. Mais l'histoire de Diana est aussi une tragédie, une femme dont la vie a été scrutée, jugée et parfois exploitée jusqu'à ses derniers instants. La controverse autour de The Crown n'est qu'un exemple récent de la manière dont sa mémoire est utilisée parfois au détriment de sa dignité. Pour les Prince William et Harry, voir leur mère représentée dans des scènes dramatisées est une douleur supplémentaire, un rappel des blessures jamais complètement cicatrisées. Pourtant, malgré les controverses et les défis, l'héritage de Diana reste intact. Son sourire, sa chaleur et sa capacité à toucher les cœurs continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous choqué par les tentatives d'effraction ou par les controverses autour de The Crown? Partagez-vous réflexions dans les commentaires. Nous avons hâte de vous lire et n'oubliez pas liker, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.